Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Notre invité ce matin, évidemment, le grand oral à suivre dans un instant avec Dansa Kourouma. Il faut le rappeler, il est le président du CNOSC. L'actualité, il le dit, titille en Guinée, alors que le débat en vue d'une réforme constitutionnelle se pose de plus en plus. Les masques tombent, des voix s'élèvent pour exprimer clairement en faveur d'un troisième mandat pour l'actuel locataire du palais Sécouteria. Les regards restent rivés sur la nouvelle CENI et qui doit dire à quel moment elle sera à même d'organiser les prochaines élections législatives. Toutefois, dans une récente sortie sur nos antennes, l'ex-directeur des opérations de la CENI a accusé, dans sa cour, a accusé entre autres la présidente de la République d'avoir désigné les deux représentants de la société civile au sein du nouvel organe en charge des élections en Guinée. Que répond-il à cette accusation? Quel regard porte-t-il sur la situation politique actuelle dans sa cour, président du CNOSC? Il est notre invité ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules. Beaucoup de messages, on va essayer de faire passer ça en bas de l'écran le soir. Mon cher Titi, on a notre invité ce matin. Bonjour docteur Dansa Kourouma. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Et Lamine le signalait dans son intitulé. Il y a un débat en ce moment en Guinée au sein de l'opinion et au sein même des doctrinaires sur une éventuelle réforme de la Constitution. Beaucoup estiment qu'il y a un agenda caché à ce débat qui se mène. Nous voyons par exemple une structure de la société civile MACOS, le mouvement MACOS, qui porte ce débat. Est-ce que vous pensez, comme beaucoup d'autres Guinéens, qu'il y a un agenda caché derrière ce débat qui est en cours en ce moment sur la Constitution? Ça, c'est clair, ça passe sous commentaire. Si cette information fait la une de plus en plus au sein de l'opinion, c'est qu'il y a quelque chose qui se trame. Donc, Comment vous comprenez l'opportunité d'un tel débat maintenant? Je pense que c'est inopportun. La raison est simple, c'est pourquoi depuis un temps j'ai cessé de m'enfoncer dans ce genre de débat. Parce que débat sur la Constitution, c'est normal. Dans n'importe quel pays, on peut discuter de la Constitution. Mais la Constitution a des dispositions qu'on considère être des dispositions intouchables. Et ça, je respecte ceux qui débattent la Constitution. Mais pour le moment, en tant qu'acteur de la société civile et en tant que concepteur, l'un des concepteurs de cette Constitution, je pense que c'est trop prématuré de parler de troisième mandat, si ce n'est que tenter de jauger le niveau de l'opinion par rapport au sujet. Alors, les grandes échéances qui sont annoncées, je n'ai pas encore entendu parler de référendum. Donc, pour le moment, il y a des vraies pressions qui se posent sur l'opinion, surtout sur la CENI, par rapport à la tenue des élections législatives, qui pensent, pour moi, c'est la grande urgence aujourd'hui. Oui, c'est une organisation de la société civile qui, quand même, se met à l'avant-garde de ce débat. Le mouvement MACOS. Est-ce que vous avez pris langue avec les responsables de cette entité et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Est-ce qu'ils sont sur la bonne voie de poser maintenant ce débat qui, ma foi, est perçu par une grande partie de l'opinion comme un débat assez qui n'est pas opportun, qui cache donc des intentions inavouées? Écoutez, Abakar, quand on parle de politique, c'est à la fois des intentions avouées et inavouées. C'est ça la politique. MACOS n'est pas une structure affiliée du CNOSC. Par conséquent, elle n'a pas signé la charte du CNOSC. Alors, toute structure qui n'est pas assujettie aux dispositions de notre charte est libre de faire le débat qu'il veut. Oui. Mais il s'agit pour moi de défendre les positions et les convictions du CNOSC et de la société civile dans sa globalité. Mais le débat sur la Constitution, je ne peux pas emprisonner un Guinéen de vouloir se prononcer par rapport à un sujet lié à la Constitution. Les grandes gueules. Dès le départ, c'est inopportun. Inopportun parce que pour vous, la Constitution l'a déjà tranché. C'est ce que vous dites. Mais ce n'est pas qu'un débat propre à la Guinée.
la Côte d'Ivoire voisine, vous avez vu ce qui s'est passé. Alassane Ouattara, qui au départ semble annoncer qu'il ne se présenterait pas. Il y a une sorte de retournement, de revirement de situation. Après, on est tous surpris et il dit, je vais vous le dire dans une année. Je vais vous dire si je me présente ou pas dans une année. Est-ce que ce n'est pas commettre une erreur que de rester dans la résignation, dans cette attente que le président de la République vienne par exemple vous dire, eh bien voilà, je veux changer la Constitution. Est-ce que vous ne risquez pas d'être pris par le temps? Alors, parce que votre rôle aussi, c'est veiller. C'est un rôle de veille. Voilà, c'est un rôle de veille. Est-ce que le mot inopportun n'est pas un peu galvaudé quand on sait que le débat prend de plus en plus d'ampleur dans l'espace public et les politiques aussi s'en mêlent désormais? Écoutez, ça fait depuis le début du quinquennat en 2015, ce débat sur un troisième mandat faisait la une. Donc ça fait déjà 3 ans, nous en débattons. Ne pensez pas que c'est maintenant, on va commencer à s'attaquer à un ennemi qui n'est pas encore visible. Je crois que nous avons besoin de ménager nos forces, nous avons besoin de mieux nous organiser pour aborder un certain nombre de sujets. Mais la question du troisième mandat ou la question des modifications de la Constitution est un rapport de force. Un rapport de force entre ceux qui veulent et un rapport de force entre ceux qui ne veulent pas. Ce rapport de force au moment opportun, plus on est organisé, plus on sait s'y prendre au moment opportun, plus nous devenons efficaces. Ouais, mais les signaux sont là aujourd'hui. Absolument. Les signaux ont toujours existé. Mais non. Sauf que l'ancien membre du CNOCS, actuellement préfet de Cancan, qui s'est prononcé clairement, clairement en faveur, je pense que le mentionnement existe, s'est prononcé clairement en faveur de... que vous connaissez, qui est déjà dans un autre cadre. Mais qu'est-ce que ça vous fait? Sa voix n'est pas la voix du président du CNOCS. Mais il vient du CNOCS, il vient quand même de la société civile. Il a partagé vos valeurs. Peu importe. Il y a aussi... Nous savons comment il est parti. Il y a aussi cette sortie. Donc s'il vous plaît, ce n'est pas du tout... Comment il est parti? Ces manières-là ne m'impressionnent pas du tout. Non, dans ça. S'il vous plaît, Aziz n'a jamais été un membre élu du CNOCS. Les grandes gueules. Aziz n'a jamais occupé des fonctions de mandat, s'il vous plaît, de mandat électif au sein du CNOCS. Aziz est un cadre qui a été recruté pour faire un travail administratif. C'est un point et c'est tout. Le CNOCS est dirigé par un organe élu par un congrès. Mais ça ne lui enlève pas le fait de provenir de la société civile. Il provient de la société civile. Les propos qu'il tient l'engage. Ça n'engage pas le CNOCS. Alors moi ce que je souhaite quand même relever, c'est que dans ça vous conviendrez avec moi qu'il n'est jamais trop tôt d'élever les défenses de nos acquis démocratiques. Il n'est jamais trop tôt de le faire. Voilà, donc les forces qui s'élèvent, et comme ce que nous avons fait, la pédagogie d'hier, mal interprétée malheureusement par certains petits esprits sur la toile, mais cette pédagogie c'était pour alerter les consciences, pour dire tenez, il y a des choses en marche, il faudrait que le peuple soit conscient. Alors, moi ce que je souhaite, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il faut plutôt mettre l'accent actuellement sur le respect du cycle électoral dans notre pays, mettre la pression sur le gouvernement et également sur la CENI afin qu'un chronogramme clair, parce que si on veut éviter le pire, ce que nous craignons tous, il va falloir mettre la pression sur l'organe de gestion des élections pour que cet organe puisse donner une date claire pour la tenue des élections législatives afin d'éviter que nous soyons dans le troisième mandat sans que celui à qui ça profite ne l'ait affirmé officiellement. J'ai commencé mon introduction par ça. J'ai dit le CNOCS est concentré sur la gestion du cycle électoral. Si j'ai très bien dit, j'ai dit notre combat aujourd'hui, c'est de faire tout pour que nous ayons les élections législatives à date. J'ai commencé mon introduction par ça. On ne peut plus les avoir à date. S'il vous plaît. Les grandes gueules. Mais non, ce n'est pas la date. Oui, bon. Les élections législatives étaient censées être organisées avant la fin. Oui, mais je sais. Permets-moi. Oui. Peut-être c'est un lapsus. Bien. On ne peut plus l'avoir à date. Mais pour que les élections législatives se tiennent en 2019, ça quand même, c'est un combat que nous menons. Et je vois que c'est à portée de main. Et beaucoup de questions vont... Peut-être vous allez comprendre beaucoup dans mes motivations pourquoi je n'ai pas tenté cette aventure d'être à la tête de la commission électorale. Parce que le travail qui m'attend me semble être plus important et plus délicat que gérer une commission électorale. Vous n'avez pas tenté d'être à la tête de la CENI, ou est-ce que vous avez senti que vous ne seriez pas suffisamment accompagné?
C'est une question que je vous pose. Très importante. Vous avez le droit de... Le rire est un droit démocratique. Je suis le président naturel de la commission électorale. Quand on prend mon parcours personnel, quand on prend le parcours de mon organisation, c'est moi qui écris. Je désigne le nom. C'est moi qui indique le nom de la personne qui représente l'institution après un processus consultatif interne. Permettez-moi. Alors, il n'y a pas de supputation à faire et le choix de la société civile pour être à la CENI ne peut pas faire l'objet d'un débat au sein des chapelles politiques. Oui, parce dans que nous ça... ne critiquons pas leur choix. Forcément, docteur. Non, je suis désolé. Dans ça... Il y a des leaders politiques qui ont choisi ici leur fille pour aller au sein de la commission. Il n'en est pas de même pour les choix provenant de la société civile. D'autant que, vous l'avez dit, les deux qui sont désignés par la société civile sont censés, donc le président de la CENI est censé être désigné parmi les deux. C'est pourquoi les personnes qui doivent provenir de vos rangs pour aller à la CENI, ce sont des personnes donc sur lesquelles toute l'attention est portée. Aussi bien de la part de l'opposition que de la mouvance. La question ne se pose pas. C'est pourquoi la question de Tama, vos tous sont présents dehors. Est-ce que vous avez renoncé d'y aller ou bien vous saviez par avance que si vous y allez, vous n'allez pas avoir le soutien dont vous avez besoin pour être président de la CENI? Parce que dans le cas d'espèce, pour être président de la CENI, même si vous êtes issu de la société civile, il faut avoir le soutien de l'une des entités, de l'une des mouvances. Soit de la mouvance, soit de la mouvance présidentielle ou de l'opposition. Mais laissez-lui parler. Je peux accepter aujourd'hui Aboubacar. La question est là. Allez-y. Vous posez la question dans ce sens. Nous sommes sur les grandes gueules. Le débat qui s'est passé il y a 2 semaines n'est plus d'actualité. Ce n'est plus Québec qui est là. S'il vous plaît, ce n'est plus Québec qui est la une. C'est dans ça. Quels que soient vos commentaires, j'accepte. Mais moi, dans ça, s'il vous plaît, j'ai répondu à ta question. Mais on ne s'énerve pas dans ça. Je suis loin d'un homme énervé. Au contraire, j'essaie de parler fort aujourd'hui pour ne pas que ça soit comme l'émission précédente. J'ai fait l'effort d'avoir libéré mes cordes vocales. Alors, ce que je vais vous dire, quel que soit ce que vous me disiez aujourd'hui dans ce studio, vous êtes libre d'en débattre. Mais moi, dans ça, je sais, en tant que président du CNOCS, sauf si le CNOCS n'avait pas la légitimité de désigner un délégué, un représentant au sein de la CENI. Si c'était le cas, mon choix ne fera aucun l'objet de problème. Vous aurez eu le soutien. Et pour être élu à la tête de la CENI, si je partais, j'étais sûr d'être élu. Mais je vais vous dire, le problème n'est pas là. Vous étiez sûr d'être élu? Oui. C'est grave ce que vous dites là. J'étais sûr d'être élu. Pourquoi? Les représentants de la je vous dis pourquoi vous avez... Pour le président de la CENI. Pourquoi vous n'avez pas vu... les représentants de l'administration du territoire. Pourquoi vous n'avez pas vu le choix, le président... Vous comptez sur quel soutien? Le soutien de la mouvance ou de l'opposition? Je ne compte pas sur un soutien. Je compte sur mes capacités, mes aptitudes. Mais il faut bien que les gens votent pour vous, pour être président de la CENI. C'est différent. Voter pour moi est différent d'avoir le soutien de quelqu'un, s'il vous plaît. À la CENI... Mais si. Pour mettre Québec. S'il vous plaît. Non, mais c'est important, le débat est important. Laissez-le parler, Titi. Tu es en train de déformer le débat là. Oui, allez-y. Nous ne sommes pas là. Alors, si vous avez des informations contraires, vous êtes libre de les évoquer. Non. Mais moi, si vous voulez écouter mes raisons, c'est l'invité. Les raisons qui ont fait que je ne suis pas allé à la CENI, alors souffrez d'écouter. Si vous ne voulez pas écouter, faites vos commentaires. Allez-y dans ça. Et vous êtes libre. Allez-y. Voilà. Allez-y. Donc, pour être clair avec vous, ce débat, il est très clair. Les représentants qui sont partis sont des représentants d'une manière ou d'une autre désignés par le CNOCS. Je suis le président du CNOCS. Aujourd'hui, je ne suis même pas parvenu encore à expliquer à la base pourquoi personnellement je n'ai pas été. Parce que j'ai eu le mandat de toutes les structures membres du CNOCS et des démembrements pour y être le futur président. Nous allons organiser une rencontre peut-être le mois prochain pour pouvoir expliquer un certain nombre de choses. Mais la réalité des faits, c'est quoi? J'ai ma conviction personnelle. Je connais la mission de la CENI. Je sais bel et bien la mission qui m'attend en tant que président d'une entité de la société civile comme le CNOCS, dans un contexte d'une élection où les fondements peuvent être remis en cause d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi nous sommes des acteurs médians. Nous nous focalisons sur la surveillance du processus électoral. Ça requiert de l'expérience, ça requiert aussi des capacités à la fois individuelles et institutionnelles pour faire ce travail. Ça ne tient pas la route. Allez-y. Vu que vous parlez de conviction dans Sakourman et vous définissiez vous-même votre rôle éminemment plus important à la tête de la société civile et
cette aptitude que vous décrivez à avoir dans la conviction, est-ce que il ne serait pas mieux pour vous d'être plutôt à la CENI? Parce que vous parliez... Oui, c'est important parce que votre argumentaire ne tient pas. Vous dites... Non, vous dites pour... Ça dépend de qui les reçoit et qui les analyse. Non, vous dites être pour la légalité, la bien tenue des élections, etc. Mais en même temps, vous vous désolidarisez du rôle qui est le vôtre d'être plutôt au sein de la CENI afin que les choses se passent mieux que plutôt d'être dans l'instance qui veille, l'instance qui décide et l'instance qui veille. Quelle est la place la plus adaptée selon vous? La place pour moi dans le contexte politique actuel et selon la loi qui a mis en place la CENI, le rôle qui sied mieux, c'est le rôle de veille et de contrôle du processus électoral. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord avec la loi 044 qui a mis en place cette CENI, parce que c'est un recul par rapport... Mais vous avez toujours veillé. Mais les élections ne se sont jamais bien passées. S'il vous plaît. Vous avez toujours veillé. Vous avez toujours incarné et joué ce rôle. C'est comme ce rôle de veille et de surveillance. C'est comme vous, les grandes gueules. Vous avez tellement veillé au point d'être dans l'insomnie, mais les élections ne se sont jamais bien tenues. Donc est-ce que selon vous, il n'était pas plus important que vous arrachiez... Je voudrais que vous souffrez de m'écouter. Vous arrachez le rôle. Mais m'arracher la parole chaque fois que vous voulez. Je ne vous permettrai pas ça. Allez-y. Alors, il faut qu'on soit clair. Vous posez des questions, je les réponds. Dans le sens, s'énerve pas. Allez-y. Alors, j'aimerais bien, je ne parle pas aussi pour vous, je parle pour une opinion nationale. Allez-y. Qui est bien. Des grandes gueules. La Guinée, nous sommes dans un processus de combat permanent. Ce n'est même pas le cas de la Guinée. Je prends l'exemple de la vieille France. Ce qui était il y a 50 ans et ce qui est aujourd'hui en France, il y a une évolution significative. Ceci ne décrédibilise pas les acteurs progressistes qui se battent pour que les choses changent. Je me suis battu pour que les élections soient crédibles, même si, selon vous, les élections ne sont pas crédibles, mais d'une année à une autre, l'expression des citoyens s'exprime de plus en plus. Et nous avons un droit de regard sur le processus électoral, on peut témoigner de sa régularité. Que nos rapports soient pris en compte ou pas, par ceux qui sont censés organiser les élections, nous ferons notre travail parce que c'est la vocation de la société civile. L'opinion appréciera en ce moment où ça ne marche pas. Est-ce que c'est la société civile qui ne fait pas son travail ou c'est parce que ceux qui dirigent qui ne veulent pas être à l'écoute de la société civile? Mais je ne peux pas être comptable des deux. Entre ceux qui émettent des suggestions et ceux qui sont censés les appliquer. Ils ne sont pas à mesure d'être en amont et en aval de ce processus. Il faut avoir un esprit de discernement pour essayer un peu de comprendre que ça, vous, grande gueule, ça fait une dizaine d'années bientôt, vous êtes en train de travailler, de dénoncer la malgouvernance. Ça veut dire que la malgouvernance est arrêtée? Je dirais non. Alors, mais chacun doit faire son travail. Dansa Kourouma, notre invité ce matin chez les GG, allez-y. Ça a le mérite d'être clair, en tout cas votre réponse. Mais il y a quand même un souci, et pour moi c'est un souci de cohérence de ce propos que j'ai écouté tout à l'heure. Dansa Kourouma dit... J'ai eu le mandat de toutes les structures de la base pour être porté à la tête de la CENI. Il a eu le mandat, ça veut dire, en quelque sorte, on lui a donné injonction pour aller être le président de la CENI. Mais ensuite, il vient dire, et là, c'est comme on ne parle pas dans ça à titre personnel, on parle de la personne morale, le président du CNOSC. On lui demande d'être président de la CENI, mais ensuite vous dites, vos convictions sont-elles plus importantes que le mandat que vous incarnez en tant que président du CNOSC? Dites-nous ce qui n'a pas fonctionné pour ne pas être président de l'institution électorale. Elle est autant claire que la réponse sera aussi claire. Alors, il y a deux options qui rentrent en ligne de compte quand on doit être porté à la tête d'une institution comme la CENI par une entité quelconque. La volonté de l'organisation et votre conviction personnelle. On ne peut pas kidnapper quelqu'un pour le mettre à une fonction dont il ne partage pas, dont il n'est pas prêt à assumer. Il faut bien qu'on soit très clair. Aujourd'hui, même si la base m'a intimé, je devais réfléchir et me prononcer en connaissance des causes. Je connais le contexte politique qui a déterminé la mise en place de la CENI et qui va déterminer son fonctionnement. Je sais au moment opportun, la Guinée, l'opinion nationale a besoin d'arbitres, a besoin d'acteurs éclairés pour pouvoir élucider, s'il vous plaît, pour pouvoir élucider avec un langage impartial la vérité du processus électoral. Ce travail de contrôle me semble être plus important que m'engager dans une entité où je risque de perdre ma crédibilité, surtout la loi qui garantit la mise en place de cette CENI, je l'ai contestée dès le départ. Parce
que c'est une loi qui ne permet pas du tout d'avoir un débat serein au sein de cette institution. Je ne peux pas à la fois. La cohérence, Ruby, dans ce cadre-là, c'est être à la fois... Quelle facette de cette loi? La composition? D'abord, la composition de la CENI, et deux, les grandes gueules. La perte d'une bonne partie de son indépendance, c'est-à-dire du fait que certaines commandes une sont bonne partie du matériel, par le ministère de l'administration du territoire. On ne peut pas dire commission nationale électorale indépendante et l'assujettir au gré d'une partie de l'administration. Alors, moi je crois, au-delà de ça, l'article 1er de la loi sur la CENI est un problème pour moi. En tant que personne qui connaît les élections, c'est un problème. On dit la CENI est à la fois chargée de l'organisation et de la supervision du processus électoral. Ça me pose un problème, moi. Parce que vous savez, c'est le principe de la séparation des pouvoirs. Voudrait que l'organe qui exécute soit différent de l'organe qui contrôle. Alors si la CENI a le monopole de ces deux fonctions, je ne vois pas, avec une CENI composée essentiellement de représentants des partis politiques, comment ce consensus peut nous permettre d'aller vers un processus électoral qui se voudra transparent et intègre. C'est ça le grand questionnement que je me pose. Compris. Et je ne peux pas à la fois envoyer des jeunes pour empêcher le passage de cette loi à l'Assemblée et être là pour me taper la poitrine pour être le futur président de cette CENI. Donc je crois que c'est incohérent de ma part. C'est là votre cohérence. Alors dans ça ça me ramène au propos de incohérence ou incompatibilité? Non, pardon? Incohérence ou incompatibilité? Non, c'est de l'incohérence, je pense. Bien. Parce que ça me renvoie au propos d'Étienne Tshisekedi que nous avions reçu dans ce studio. D'ailleurs, Tshisekedi, après son passage, on lui a arraché son véhicule de fonction. Les grandes gueules. C'est normal. Oui, mais écoutez, c'est normal. Il faut pas attendre après les grandes gueules. Il faut pas attendre après les grandes gueules pour lui dire dépose le véhicule. Il avait ce véhicule avant. Pourquoi il a fallu attendre après les grandes gueules? Il y avait des négociations. Question, Moussa. Non, question. Mais l'ami, c'est grave parce que quand vous venez ici, certains vont pas venir. C'est assez grave. Allez-y, Il n'a pas fait de rapport. Alors, Étienne Tshisekedi a dit. Oui, mais la voiture n'appartient pas à Étienne. Oui, mais c'est la coïncidence. Si je suis à la place c'est la d'Étienne, coïncidence. Après avoir été débarqué, c'est la coïncidence. La voiture moi-même. C'est la coïncidence. Étienne a dit. Je ne parle pas de voiture, mais Étienne a dit qu'il y avait des négociations en cours et annoncées par le président actuel même de la CENI pour que les anciens commissaires qui quittent l'institution gardent leur véhicule. Mais ça, il faut voir la cuisine interne. Mais il ne faut pas attendre que des gens. Ce qui est grave, c'est que moi j'aime pas qu'on puisse mettre une sorte d'obstacle, de museloir sur certains cadres qui disent là, qui veulent faire des révélations. J'aime les révélations. Étienne Tshisekedi a fait des révélations, notamment, et c'est la question que je vous pose, il a dit que le choix du représentant de la société civile, les deux représentants de la société civile, mais émanent du palais Sékou-Touré. Il a dit, et notamment, c'est donc ça vous concerne directement, et aussi le cas de l'administration du territoire. Alors, que pensez-vous de cette affirmation de Étienne Tshisekedi? Il n'était pas n'importe qui. Il était le directeur des opérations de l'organe de gestion des élections. Et je crois que je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas impressionné par ça. Je vais vous dire quelque chose, Moussa Moïse. Étienne n'était pas n'importe qui. Mais dans ça aussi, n'est pas n'importe qui dans ce pays. Nous avons tous l'obligation, vu notre âge et ce qui nous attend, de défendre comme la prunelle de nos yeux notre réputation. Étienne était très mal placé de faire un procès à cette commission électorale dont il faisait partie, dont il a accompli à la fois des tâches nobles, mais aussi d'autres tâches que vous connaissez. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas été choisis et reconduits dans cette commission électorale qu'on peut se permettre de donner des leçons. Il a dit qu'il n'en voulait pas. Étienne a toujours été désolé. Il a dit qu'il n'en voulait pas. Étienne a toujours été reconduit. Étienne a toujours été. Il a dit qu'il ne serait pas reconduit. Vous me permettez de poser une question. Alors, pour ma part, il est très mal placé de donner des leçons à cette CENI, dont il a occupé les grandes fonctions, dont le chargé des opérations. Ce n'est pas après la fin des élections qu'on peut faire des déballages pour dire que la CENI, au lieu de faire des déballages après un processus électoral, il faut empêcher que les choses se passent à l'interne. Et en ce moment, vous serez reconnu par l'histoire. Mais vous attendez que les tâches soient accomplies et vous sortez. Vous savez que le mandat de la CENI arrive à terme et on doit avoir une nouvelle CENI, vous faites des déballages. Ça peut aider, nous, les défendeurs de l'opinion, pour avoir une idée sur ce qui s'est passé au sein de la commission électorale. Mais un chargé des opérations, si j'en étais un, je sais comment empêcher les manœuvres frauduleuses à la tête de la commission électorale. Il y a plusieurs manières pour le faire. Dans ça, dites-nous. Sur l'accusation. C'est important sur l'accusation. Je reviens sur l'accusation. Peut-être Étienne est très bien placé. Comment comprendre le maintien de M. Kébé? Vous étiez censé. Oui, bien sûr. Vous étiez censé y aller. Tu te promènes aujourd'hui, hein? Non, vous étiez censé y aller. Et finalement, c'est M. Kébé qui est maintenu.
Et sur la question de cabinet Cissé, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Non, il n'y a pas de problème. D'autant qu'il vient de vos rangs, il vient de Cécide et tout ça. De toutes les façons, vous aviez deux tickets à déposer au niveau de la CENI. Oui. Le problème, le débat, c'est sur le ticket Maître Kébé. D'accord. Comment vous nous expliquez, vous justifiez son maintien? D'abord, et puis l'élection. Je peux expliquer en termes de principe et donner mon opinion personnelle là-dessus. En termes de règles, il ne revient pas à nous d'imposer à une entité affiliée la personne qui doit nous envoyer. Mais on établit des critères. Le premier critère, c'est la connaissance du processus électoral, qui est un critère absolu. Vous ne pouvez pas venir une CENI qui doit organiser des élections dans 4 mois, on envoie des novices qui vont passer le temps à prendre le bridge pour savoir comment analyser le programme électoral. Le deuxième critère important, c'est le profil de la personne. Et le processus électoral, c'est 2 piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est la connaissance du droit, c'est-à-dire la connaissance des tests légaux. Le deuxième pilier, c'est la connaissance des bonnes pratiques en matière de gestion financière. Parce que c'est les 2 standards pour aller aux élections. C'est la gestion du budget électoral et les commandes doivent se faire selon les règles de transparence qu'il faut. Et deuxièmement, la connaissance de la loi. Le profil qu'on a utilisé, le barreau est une entité membre de la société civile, vous savez, et qui a eu le mérite de participer au processus de sélection passé de la commission électorale. L'institution a à la fois de l'expérience, mais la personne qu'ils ont désiré a le mérite d'avoir une certaine expérience pour avoir travaillé dans les CENI passées. Deuxième chose, c'est un avocat. Vous prenez toutes les CENI d'Afrique qui ont de la grande réputation. Si ce n'est pas un juge, c'est un avocat. Il n'y a jamais eu d'arrangement entre vous deux. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Je n'ai jamais parlé avec Maître Kébé avant sa désignation. Je vous le jure. J'ai cessé de parler avec Maître Kébé depuis 4 mois. On n'en a pas parlé. D'ailleurs, il y a des détails que je ne m'ai pas opportun de faire maintenant. C'est important. Je n'étais pas du tout en phase avec le Maître Kébé par rapport à la gestion du processus lié aux élections locales. S'il vous plaît. D'où la problématique du deuxième critère que vous citiez tout à l'heure là. Je veux tellement que la chose soit claire. Il y a des questions même, mettez-vous à l'aise. Je suis prêt à les aborder sans que vous me les posiez. Alors, pour vous dire vrai, on n'a pas eu de communication. Maître Kébé et moi, nous avons eu une rencontre quand le décret a été déjà pris. Le barreau a adressé un courrier au CNOX où il y avait le nom et les dossiers individuels de Maître Kébé, qu'il a été choisi par l'ordre des avocats. Pour être reconduit. Non, reconduit, je laisse le mot reconduit, parce que la loi sur la CENI n'empêche pas du tout qu'un ancien soit reconduit. Alors, ce qui n'est pas illégal, ne faisons pas de ça. Est-ce que proposer d'autres personnes? C'est ça moi, ma curiosité. La lettre que j'ai reçue, il y avait un seul nom avec ses dossiers personnels. Et comme il ne revient pas à nous de dire au barreau ce que vous devez faire, et les critères qu'on a évoqués, il répondait à ces critères. Il a à la fois l'expérience et il appartient à une entité qui a le droit de désigner. Pourquoi toujours le barreau? Pourquoi pas les assureurs? Pourquoi pas d'autres entités? Oui, mais parce qu'on parle de matière électorale, Titi. Justement, on n'a rien contre Maître Kébé. Et du point de vue expérience et compétence, Aboubacar, franchement, on n'a que 2 minutes. Oui. On ne revient pas du tout. On ne peut pas prendre des ingénieurs de bâtiment pour aller organiser des élections. Même si les autres ont la volonté d'y participer, il y a un minimum de critères. On peut ne pas aimer Maître Kébé. Ils vont peut-être bien faire l'architecture. Alors, pour le cas des élections, c'est important. Les 2 choix qu'on a fait, je peux les défendre devant l'opinion. 1, on a choisi un économiste que vous connaissez, dont la réputation est connue en matière de capacité de gestion et qui est au-dessus de la mêlée. Oui, mais la question, permettez-moi de poser sur les personnes, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à redire. Maître Kébé, sur l'institution aussi, il n'y a rien à redire. Non, on se pose simplement des questions et ça c'est pour l'opinion sur les conditions de. C'était simplement sur Maître Kébé. Cabinet Cissé, je le dis ici, il est à la tête d'un think tank. Il était quelqu'un qui a un bon parcours au niveau de la société civile. On n'a aucun doute sur même sa moralité. Mais on se posait des questions quand même sur le cas Maître Kébé. Et la question que je posais tantôt, pourquoi vous vous privilégiez par 2 fois le barreau pour que le barreau désigne un représentant parmi les 2 de la société civile, pourquoi pas une autre entité? Vous venez d'y répondre. Moi, je suis satisfait. Quand vous prenez le Mali, les entités qui appartiennent à la CENI sont connues et c'est défini par la loi. On sait qu'au Mali, il y a un représentant du conseil religieux, il y a un représentant de la société civile, un représentant de la presse.
un représentant des organisations de défense des droits de l'homme. C'est les principes qui sont déjà mentionnés là. Quand vous prenez le Ghana, c'est un juge qui a le rang de juge de la Cour constitutionnelle qui doit présider. Le Niger, c'est un magistrat. Bref, les entités, dans certains pays, c'est un professeur d'université. Le Nigeria, c'est un professeur d'université. Oui, mais est-ce que vous avez crié les critères qui sont déjà établis et on tient compte des bonnes pratiques dans la sous-région. On ne peut pas attaquer ces gens. Un mot sur la prorogation du mandat des députés, parce que ça fait débat. D'abord, les élections... c'est une violation de la loi. On n'a que 2 minutes, Lamine l'a dit. 1 minute même. C'est une violation de la loi et il faut être très clair avec moi. Et je ne suis pas du tout partant que le mandat des députés soit prorogé. Merci. Qu'est-ce que vous leur conseillerez? Qu'est-ce que vous leur direz? Est-ce qu'ils doivent bouder ou pas? Il ne s'agit pas à moi de dire aux députés leur conduite à tenir. Je ne les dicte pas leur conduite interne. Je défends des principes. Dansa Kourma était notre invité ce matin. Je suis désolé. Merci beaucoup en tout cas Dansa. Dans un mandat comme ça qui est un mandat illégitime. Donc, mais c'est à eux d'en tirer les conséquences. Merci beaucoup Dansa. Merci à vous tous. Dans un instant, c'est Arnaud Béchier que vous retrouvez évidemment pour Zik. Laisse passer la matinée. Et sur Espace TV, Moussa Moïse vous attend avec les infos. Prenez soin de vous. Cette enquête exclusive évidemment à retrouver sur notre site internet, le www.espacefmguinée.info. À demain.